Le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel s'intéresse aux conditions d'exercice dans les médias, la visibilité également des médias, les problèmes qu'ont les médias au Bénin. 19 et 20 février dernier, la table ronde sur les médias béninois s'est déroulée. Les professionnels des médias venus de divers horizons, mais également différentes rédactions ou différentes maisons de presse ont réfléchi sur la situation des médias au Bénin. Après donc 2 jours, plusieurs résolutions ont été faites pour améliorer non seulement les conditions de vie et de travail des journalistes, mais également et bien sûr les entreprises, la santé des entreprises de presse dans notre pays. Que dit donc de ces recommandations? Quels sont donc les avis des journalistes à part sur les travaux de cette table ronde sur ce plateau de Matin de Convainc-moi? Nous avons reçu, ou bien nous sommes avec 2 journalistes, bien sûr de la presse locale ou de la presse également internationale, puisqu'ils s'intéressent aussi à ces sujets de l'actualité africaine. Laurent Renato Dikes de la rédaction de Den TV. Laurent, bonjour. À nouveau, bonjour, connais ici. Et puis, Hippolyte Dosso-Wanou, directeur de publication du quotidien Nouvelle Élite. Directeur de publication, bonjour. Bonjour, Koné Aïsser. Bonjour à mon ami Tony Kess. Vous êtes un patron de presse aussi. Bien sûr. Un DPA. Alors, on va faire rapidement un tour, si tout va bien, à la régie pour revenir sur la cérémonie d'ouverture de cette table ronde. C'était le 19 février dernier. État des lieux et perspectives. C'est autour de ce thème que les patrons de presse béninois se retrouvent pour une fois encore essayer de trouver des résolutions aux nombreux goulots d'étranglement qui minent l'essor des médias au Bénin. Il s'agira concrètement pour ces professionnels des médias de prendre en compte les questions de financement et de liberté de la presse. La presse béninoise, ses acteurs et promoteurs se retrouvent donc une nouvelle fois autour d'une table ronde pour réfléchir et déboucher sur les voies et moyens pouvant insuffler une nouvelle dynamique et ouvrir d'heureuses perspectives à leur secteur. Une initiative du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel soutenue et appréciée par toutes les associations fêtières de la presse béninoise et même par l'institution de régulation des médias au Bénin. Pour le représentant de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, les réflexions au cours de cette assise doivent prendre en compte les décisions issues des États généraux de la presse de 2002 et de 2004. Justement, à l'occasion de cette initiative, de cette table ronde, il est important de se demander où en sommes-nous pour la mise en œuvre des résolutions issues des 2e États généraux de la presse béninoise. Qu'est devenu le comité de suivi des 10 États généraux? 7 ans après, surtout dans un contexte d'un immobilisme ambiant ou au niveau du 4e pouvoir qui s'affaiblit, nous sommes obligés de nous poser ces questions préjudicielles avant le démarrage de cette table ronde. Cette table ronde des médias prévue pour durer 2 jours vient donc assainir un environnement qui sera désormais plus propice à la liberté d'expression, de presse, de sécurité et du mieux-être des acteurs des médias au Bénin. Donc c'était donc le reportage sur l'ouverture de cette table ronde le 19 février. Dernier, Laurent Roland, Tony Dikes, en attendant donc de revenir sur les recommandations. Alors, une presse qui s'immobilise, une presse affaiblie, le 4e pouvoir affaibli, ça je prends les propos du conseiller à l'ARAC, ancien président de l'UPMB. Oui, justement, ça plante bien le décor. Il a présenté le diagnostic de la presse béninoise et ça ne surprend personne. On conseille tout le monde, on sait comment ça se passe au niveau de la presse béninoise aujourd'hui. La presse est plus ou moins affaiblie, je ne dirais pas totalement affaiblie. Et la presse est restée immobile, ça c'est vrai. Parce que quand vous regardez un peu la situation qui prévaut, vous regardez un peu les différentes restrictions à plusieurs niveaux qui font que le journaliste peut-être n'est pas totalement libre de faire son travail et qui fait que parfois pour même
prendre la parole et parler un jour d'un sujet, c'est que vous pensez peut-être à ce qui ça peut se passer si vous devez descendre du plateau ou bien après avoir écrit l'article, ce qui peut se passer. C'est autant de situations qui font que la presse reste, pour moi, dans une sorte de léthargie, c'est-à-dire que les gens n'ont plus le courage nécessaire de dire ce qu'ils doivent dire pour faire changer les choses, parce qu'en voulant dire pour changer les choses, c'est que vous vous exposez à tout ce qu'il y a comme désagrément. Quelles sont les causes de cet affaiblissement? Les causes sont nombreuses. Les causes, c'est peut-être du fait des acteurs politiques, c'est du fait des journalistes eux-mêmes. C'est du fait des journalistes eux-mêmes. Et il faut aussi préciser que la non-solidarité entre les journalistes pose un problème fondamental pour la presse au Bénin. Quand vous avez des problèmes dans la presse aujourd'hui, il y a un courant qui vous soutient. Et je veux au passage remercier la présidente de l'UPMB qui n'a pas manqué chaque fois l'occasion de monter au créneau pour soutenir tous les journalistes qui sont en difficulté. Mais il y a que parfois vous allez dans des cercles fermés où il y a des journalistes même qui sont les confrères qui désavouent complètement... C'est une bonne démocratie, non? Oui, qui désavouent complètement leurs confrères ou leurs consoeurs. Bon, je dirais confrères parce que pour le moment, on n'a pas eu de consoeurs pour autant en difficulté au Bénin. Mais toujours est-il que, donc, quand vous parlez de causes, les causes sont nombreuses. Et c'est du fait des journalistes, même si les acteurs politiques, à un moment donné, ont quelque chose à faire dans cette affaire, c'est que tout est parti de la presse, évidemment, parce que si à un moment donné, les journalistes étaient solidaires pour se soutenir, les acteurs politiques n'auront pas de faille pour pouvoir interférer dans leur quotidien. Alors, un diagnostic, en tout cas, bien précisé. Hippolyte, est-ce votre avis aussi, quand on parle de l'immobilité, ou moi je parlerai peut-être du recul, parce qu'aujourd'hui, nous avons une presse qui n'avance pas, qui n'a souvent pas les moyens d'avancer. Il y a des situations, par exemple, nous n'avons pas les informations, et c'est la presse internationale qui nous apprend des choses qui se déroulent en Afrique, ou qui, même chez nous au Bénin ici, parce qu'on n'a pas les moyens, des questions donc de financement ou autres. Il y a beaucoup d'autres questions soulevées par Laurent Roland-Anthony Ickes, la mainmise de la politique aussi, ou des acteurs politiques, toutes tendances confondues. Alors, c'est votre avis un peu? Je partage entièrement le diagnostic qu'a présenté tout à l'heure mon confrère Laurent Anthony Ickes. Et tel que tu l'as dit, Gama Koné, la presse béninoise régresse. Ça régresse parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons la façon dont les organes de presse fonctionnent, quand nous voyons le vécu des journalistes dans leurs conditions, dans les conditions dans lesquelles ils travaillent et les conditions sociales dans lesquelles ils vivent, je pense qu'aujourd'hui, la table ronde qu'a organisée le CNPA est vraiment la bienvenue. La presse béninoise, elle est malade. Et elle est malade et la plaie qu'elle a depuis des années qui ne se cicatrise pas demeure vraiment très béante. Donc, la responsabilité d'abord incombe aux acteurs eux-mêmes. Tony Ickes l'a rappelé tout à l'heure. Au sein des journalistes, il n'y a pas du tout l'union. Même si nous avons l'une de nos fêtières qui est dénommée l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, mais nous qui sommes les vrais acteurs, les journalistes, nous qui animons la presse, il n'y a pas une union entre nous. Il n'y a pas la solidarité. La confraternité. La confraternité n'existe pas. Chacun coupe pour ses intérêts. Chacun coupe pour ses intérêts. Aller sur un terrain de reportage, on brime un confrère. Mais quand on brime un confrère, en principe, les autres qui sont là doivent dire non et essayer de ramener à la raison celui qui a offensé ce confrère-là. Mais si on vient sur un terrain de reportage, peut-être si quelqu'un est blâmé ou bien marginalisé, si le trouve son gain de cause, bon, il s'éclipse. Il ne veut pas défendre son confrère. Je ne dis pas que les fêtières que nous avons ne jouent pas leur rôle. Ils font ce qu'elles doivent faire. Mais chaque journaliste pris individuellement doit essayer quand même d'avoir dans sa tête ce souci primordial-là de collaborer avec ses confrères. Et si aujourd'hui nous sommes marginalisés dans la République, nous qui
avons un pouvoir en main que nous n'exerçons pas parce que ce pouvoir est fragilisé dans nos mains qui demeure, si vous acceptez ces redondances, très fragiles également. Là, ça cause un véritable problème, ou bien ça constitue même l'une des causes auxquelles la presse béninoise est confrontée aujourd'hui. Donc, le tableau est vraiment sombre, très sombre, je vais même dire, et il y a lieu à ce que les professionnels des médias, c'est-à-dire les journalistes, les patrons de presse, essaient quand même de s'harmoniser à travers les différentes actions de lutte pour que véritablement on puisse redonner une lettre de noblesse à ce métier qui demeure quand même un métier le plus envié dans le monde entier. Et sur la question de financement des presses qui surtout manquent d'autonomie à ce niveau. Oui, est-ce que ce n'est pas la principale source même de fragilisation? Oui, c'est la principale source de fragilisation, il faut le préciser, parce que quand vous n'avez pas les moyens, et connaissant le contexte qu'il y a de notre Bénin, où beaucoup moins de structures ou de sociétés font de publicité. Ailleurs, les médias vivent de la publicité. Mais combien de sociétés font la publicité au Bénin ici? Nous sommes sur une télévision. Combien de sociétés viennent passer les publicités ici? Même sur la télévision nationale, combien de publicités vous voyez par semaine? Donc, il y a ces problèmes qui se posent. Et donc, de ce point de vue, quand il y a manque de publicité qui permettent à la maison de rentabiliser... Vous allez prendre des chaînes d'arrondissement, ne serait-ce qu'à Paris, qui peuvent vous amener 10 minutes de publicité. Oui. Rien qu'avec des 15 secondes de publicité, donc, voilà vous êtes capable de voir le problème à ce niveau, c'est que voilà, il y a que les activités que les organes peuvent organiser, peuvent couvrir peut-être pour avoir les moyens, ça manque sous nos yeux. Donc du coup, certains organes sont obligés de peut-être s'adosser sur les contrats avec soit le gouvernement ou bien des structures étatiques. Et c'est ça qui les tient parfois. Parce que si vous avez la publicité, vous avez autant de publicité qui passe sur votre média, est-ce que vous serez en train de courir pour négocier peut-être un contrat de l'État qui peut-être constitue dans une certaine mesure parfois un élément qui plane sur vous et où vous ne pouvez pas, vous n'avez pas peut-être assez de marge de manœuvre. Donc voilà un peu la situation. Et je crois que jamais refusé l'équilibre. Non, ils n'ont jamais refusé, mais à un moment donné, quand vous regardez la cagnotte que vous avez dans ces contrats, vous avez l'obligation de ne pas faire le jeu peut-être de l'équilibriste. Si vous tentez de le faire, c'est que ça peut vous tomber dessus. Il y a ces aspects, parce que vous avez un personnel à payer, vous avez des charges d'électricité à payer, vous avez un certain nombre de matériel à changer parce que les matériels sont amortis avec le temps. Donc, quand vous avez tout ça et qu'il y a cette crainte de pouvoir renouveler le personnel, de renouveler les matériels, c'est que vous êtes obligé d'être dans une certaine position où vous ne pouvez pas tout faire. Alors, c'est vrai qu'au nombre des recommandations, il a été question que les médias privés soient financés au même titre que les médias du service public. On attend de voir si ces recommandations seront acceptées par le gouvernement, les autorités gouvernementales, et permettre à ce que ces médias... Parce que si les médias avaient des dotations par an, je crois que ces médias pourraient un temps soit peu oser, même si quelque part... si vous avez... l'État, la presse privée. Pardon? Il y a quand même l'aide de l'État à la presse. Oui, mais on sait quelle est la cagnotte, avec autant de médias que nous avons ici. Alors, rapidement, Hippolyte, sur la question du financement, vous êtes un patron de presse aussi. Oui, absolument. Sur cette question, on ne va pas lésigner à le dire. Le problème de financement constitue le problème principal auquel les entreprises de presse sont confrontées. Aujourd'hui, on ne sait pas si la presse privée béninoise, elle a une source de financement. Je dis non. Mais quand on dit les contrats avec l'État, peut-être un organe de presse qui a un contrat avec le gouvernement, combien on lui paie à la mois, combien on lui paie par mois, est-ce que ça atteint même 1 million? La question est là. Et quand on prend les charges que chaque organe de presse a, mais les charges sont vraiment énormes. Mais ce qui entre, en termes de ressources financières, est moindre par rapport aux charges qui s'imposent à l'organe. Là, qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter le financement? Quel modèle il faut adopter? Quel modèle il faut adopter? Je pense que ça fait partie de l'une des recommandations de la table ronde qui s'était tenue
les 19 et 20 février passés. Et qu'est-ce que fait? Moi, ils ont dit que l'État n'a qu'à instituer maintenant, n'a qu'à ramener du moins les contrats avec les structures privées, les contrats de publicité et d'abonnement, ce qui n'existe plus depuis bientôt 5 ans. Et c'est ce qu'ils ont proposé. Revaloriser aussi les grilles tarifaires. Revaloriser les grilles tarifaires. Mais moi j'aurais aimé aussi qu'on puisse dire que dans le budget national de l'État, que l'État puisse quand même revaloriser un peu tout ce qu'on... les petits accompagnements là, qui fait aux organes de presse. Et il y a une question là également. A dit, quand on invite les organes pour les couvertures médiatiques, la façon dont... En attendant oui. de revenir là-dessus, Laurent Tony Hikes, pour réinventer le modèle de financement, ces recommandations, vous les avez évoquées tout à l'heure. Alors, oui, les propositions, quelle appréciation fait des propositions ou de ces résolutions de la CNP? Pour citer quelques propositions, c'est qu'il est demandé à ce que l'État applique une fiscalité spéciale à la presse privée, que l'État prévoit une dotation à la presse privée et que l'État réduise les redevances pour les radios communautaires, c'est 200 000, c'était 200 000, donc non, c'était 200 000 radios communautaires. Donc, il demande maintenant que ça passe à 100 000 francs pour les radios communautaires. Pour les radios commerciales, c'est 500 000 francs par an pour les redevances, les radios commerciales. Donc, les recommandations demandent, au thème de la table ronde, il est demandé que les 500 000 soient réduits à 250 000 francs. Et puis, pour les télévisions, c'était 2 millions. Donc, il est demandé que ce soit réduit maintenant à 1 million de francs CFA. Et aussi, il est demandé que les organes de presse soient exonérés des droits de douane, surtout en termes d'importation de matériel, un certain nombre de choses, pour permettre à ce que ces médias fonctionnent. Et aussi, pour parler d'autres aspects, c'est la levée de la suspension des médias, de certains médias, notamment la Nouvelle Tribune, Sika TV et autres, et Frisson Radio, Soleil FM. Et puis aussi, il est demandé aussi, ce qui concerne les journalistes, le remplacement, mettre fin à la perception des pédiums sur les lieux de reportage et de procéder à son remplacement par des prestations facturées. Et donc là, peut-être, on peut aussi revenir sur ça. Donc, maintenant, pour le financement, je crois que fondamentalement, d'abord, il faut travailler par rapport aux sociétés nationales pour leur montrer l'importance de la publicité, parce qu'il n'y a pas cette culture chez nous. Vous avez des sociétés... Développées en dehors de l'État, voilà. D'autres sources de financement. Parce que ces sources de financement, de publicité et autres, là, peuvent permettre aux organes de souffler tant soit peu. Mais en même temps, comme je l'ai dit, comme il est recommandé ici, que l'État revoie à la hausse la dotation à la presse privée, parce que la presse privée aussi joue un rôle très considérable. Donc, mettre en place un modèle de financement pour permettre aux médias privés de souffler. C'est vrai qu'il y a l'aide de l'État à la presse privée, mais la cagnotte, on sait la cagnotte, on connaît la cagnotte. Et face à l'avalanche de médias nationaux aujourd'hui, quand on prend le nombre de radios seulement et quand on prend le nombre de télévisions seulement, encore qu'il y a d'autres radios qui viennent déjà encore s'ajouter au nombre qui est là et qu'il y a des télévisions qui viendront s'ajouter au nombre qui est là également. Il y a des presses écrites, les médias en ligne, autant de choses qui viennent. Donc, quand on regarde tout ça et on regarde la cagnotte, on se pose la question de savoir est-ce qu'on donne quelque chose à la presse ou bien on fait semblant de donner quelque chose à la presse béninoise. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de Patrice Talon, c'est depuis des années que la situation est perdue. Donc, il est temps qu'on revoie la situation. C'est vrai que le patronat a organisé cette table ronde, c'est les patrons de presse, et c'est en cela que je disais il y a quelques jours sur une station de radio de la place que est-ce que cette table ronde va à l'avantage des journalistes ou bien, une fois encore, cette table ronde, ça va à l'avantage des patrons de presse? C'est le problème fondamental que je me suis posé. Laurent, je pense que cette table ronde va à l'avantage de tous les acteurs de la presse, y compris les patrons de presse et les journalistes, tous ceux qui interviennent dans le monde des médias. Maintenant, je vais compléter tout ce que le confrère vient de dire. Ils ont aussi, l'une des recommandations exige à ce qu'on puisse procéder à la révision du code des marchés publics pour réintégrer les organes de presse privée en vue de la publication des avis d'appel d'offres. Ils ont aussi dit de promouvoir les aides indirectes à la presse privée à partir des contrats d'abonnement et de publicité, de créer un environnement favorable à la digitalisation et à la rentabilité des médias, de prévoir une dotation spéciale à la presse privée au même titre que la presse de service public dans
le cadre des programmes nationaux d'action sociale et électorale. Alors, il y a quand même un ensemble de réflexions pertinentes, de propositions assez, bien sûr, pertinentes également, pour changer un peu les conditions au niveau donc, des médias. Oui, il y a Mais quelle va être la suite? Mais il y a un problème qui se pose. Tout ce qui, c'est des propositions qui ont été faites, c'est des recommandations. Mais ces recommandations, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui ont le pouvoir quand même de les faire exécuter. C'est justement ça, la suite. Ça doit être transmis au gouvernement. Ça sera transmis au gouvernement. Est-ce que le gouvernement serait quand même, aurait cette volonté quand même d'accepter ces recommandations et de les mettre en application? C'est là la grande interrogation. Oui, la table ronde, elle a été faite. Les propositions et les résolutions sont vraiment pertinentes. Mais la chose, c'est leur mise en œuvre. On a suivi tout à l'heure. Qui est vraiment l'essentiel, leur mise en œuvre. Mais moi, si ça n'a pas été mis en œuvre... Je voudrais remarquer ce matin, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je sais pourquoi vous avez réagi, parce que vous êtes patron de presse. Mais cette table ronde, pour moi, est-ce que ça va à l'avantage des journalistes? C'est ça le problème fondamental. Est-ce qu'aujourd'hui, au thème de cette table ronde, les résolutions issues de cette table ronde-là, ça donne de la valeur aux journalistes béninois? C'est vrai qu'on donne de la valeur, on demande à ce que de la valeur soit donnée à la carte de presse. D'accord, ça c'est... Non, attendez. Déjà l'entreprise, d'abord, laissez-moi finir. Première chose, donner de la valeur à la carte de presse et sensibiliser les forces de l'ordre pour respecter les journalistes détenteurs de cartes de presse. Mais quand on sait la manière dont les cartes de presse sont établies dans ce pays, on se pose mille et une questions. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est à la veille des élections pour aller à la RAC que les cartes de presse, les dossiers lancés. Dites-moi le contraire. Je suis d'accord avec vous. Et donc, de ce point de vue, il faut chaque année mettre en place un système pour donner aux journalistes qui le méritent de la carte de presse. Il faut pas attendre, oui, mais justement, il ne faut pas attendre 5 ans pour donner la carte. Parce que si vous dites que les forces de l'ordre sont sensibilisées pour respecter les journalistes qui ont la carte de presse, cela suppose que si moi, Tony, qui ai 100 cartes de presse, je me suis pointe devant un policier avec mon micro ou bien mon enregistreur et que je lui dis je suis journaliste, sans lui montrer la carte de presse de la RAC, il peut me tabasser, il peut me bafouer. Donc, il y a ce problème. Parlant aussi du PDM, je suis d'accord qu'il faut suspendre les PDM sur les lieux de reportage. Mais attention, quelle est la situation salariale des journalistes dans les médias et notamment chez vous? Notamment chez vous, notamment chez vous, dans les médias de presse écrite. Quelle est la situation des journalistes que vous employez dans la presse écrite? Dans les télévisions, dans les radios, ça va plus ou moins. C'est raisonnable par endroit, c'est bien par endroit. Mais dans la presse écrite, le véritable problème du PDM sur le terrain, on voit les acteurs de la presse qui sont les plus exposés à cette situation et qui font peut-être parfois du tapage. Alors, si les patrons décident aujourd'hui de suspendre le PDM, de les remplacer par des prestations facturées. Attention. Oui, non mais écoutez, il y a des médias qui ont suspendu le PDM, qui ont demandé à les de ne pas prendre le PDM. Parce que oui, c'est quelque part, le PDM, ça diminue la valeur du journaliste sur le terrain. Parfois, un point focal ou bien un chargé de communication, c'est que l'activité doit finir à midi. Il sait déjà depuis une semaine que l'activité devait être organisée, mais il ne prend pas le soin de préparer peut-être la liste de présence de l'État, tout ça là. Une activité qui finit à midi, il vous fait attendre jusqu'à 15h, 16h parce qu'il vous tient pour juste 5 000 francs, 10 000 francs parfois. C'est de l'humiliation pour les journalistes. Et pour ça, non, oui, justement, et pour ça, je suis d'accord qu'on suspende les PDM. Mais quand les patrons de presse en viennent à demander, comme ça a été décidé à la table ronde, de suspendre les PDM, de remplacer ça par des prestations facturées. La prestation facturée, ça va dans quelle poche? Attendez, vous êtes pas dans la caisse de l'entreprise. Non, attention, oui, si ça va dans la caisse de l'entreprise, êtes-vous prêt, en tant que patron de presse, vous, d'améliorer la situation salariale de vos agents? Si les conditions réunies, sachant que des agents de presse. Et je le dis clairement, moi je le dis, c'est qu'on des comptes améliorés au niveau donc de la maison, ça doit forcément rejaillir. Non, mais justement, il y a de ces patrons de presse. Alors, on va laisser. Non. En fait, je suis face à un patron de presse et je crois qu'il faut que je lui dise clairement les choses parce qu'il y a d'autres. Non, parce que c'est un patron. On va laisser. Je crois que en tant que patron de presse, de la suppression des PDM. Je ne suis pas contre. Au fait, je demande au patron. Moi, par exemple, PDM,
c'est quand même quelque chose, un monument qu'on donne aux journalistes pour leur permettre de se déplacer. Mais ça participe de la manipulation du journaliste. Non, attendez. Moi, j'aurais aimé peut-être que la suppression des PDM soit mise en pratique après que les autres résolutions soient prises véritablement en compte. À l'instant où nous parlons, le tableau qui est là aujourd'hui, si on supprime les PDM, vraiment les journalistes auront de véritables problèmes. Vous confirmez? Tout à l'heure, tu es d'accord avec moi que les entreprises de presse n'ont pas une source de financement, que les entreprises de presse sont confondées à d'énormes problèmes de financement. Mais si vous êtes d'accord avec moi, souffrez que les PDM qui viennent un peu soulager, soit peu les journalistes, mais qu'on ne puisse pas les supprimer maintenant. Mais je suis d'accord. Au fait, la suppression qui a été proposée par le CNPA, elle est vraiment la bienvenue. Je ne suis pas contre. Mais à l'instant où nous parlons, si on supprime, c'est le véritable problème. Admettons qu'un journaliste est invité sur 3 activités de la même journée. Au moins, s'il serait plus entre 15 à 30 000 francs. Mais ce qui est dénoncé ici, c'est le comportement de nos confrères. Ce qu'on doit dire, non, ce n'est pas le comportement. Et au lieu d'aller faire son reportage, on court maintenant derrière le PRDM. C'est ça. Justement, la condition. Quand vous vous comportez comme ça, c'est normal qu'un PR vous traite comme ça. Il y a des patrons de presse qui sont dans les maisons, dans les véhicules de luxe, mais les employés travailleurs, j'en connais dans la presse. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Merci. Je précise. Non, pour finir. J'estime que aujourd'hui, je suis d'accord qu'on supprime les PDM sur les lieux de reportage, mais dire qu'on va remplacer par des prestations facturées, ça va dans quelle poche? Et qui va dicter sa loi à partir de ces prestations facturées? Je crois qu'il faut supprimer les PDM. Afin de prestations facturées, on n'en parle pas. Les patrons de presse négocient à la hausse les montants des contrats et améliorent les situations de leurs travailleurs. Ça s'arrête là. Ça n'a pas autre nom. Oui, ça n'a pas autre nom. Mais 10 prestations facturées, qui va bénéficier, qui sera le chef dans ça? Après, c'est pas bien. Merci à vous, Anthony Kess. Pour conclure. C'est quand même de lancer un message aux acteurs, surtout aux acteurs politiques, qui nous accompagnent à travers les différentes lois qui votent, surtout les députés, pour qu'on puisse quand même essayer de valoriser le métier du journaliste au Bénin. Et même qui sont des acteurs qui évitent d'humilier les journalistes sur les terrains de reportage. On va parfois sur les terrains de reportage où le journaliste, de façon très respectueuse, va chez des autorités pour demander peut-être une interview. On le nague au détriment peut-être des web activistes. Là, il y a un problème qui se pose. Donc moi, j'aurais aimé également les journalistes. Non, j'interpelle également les confrères qu'ils fassent preuve de responsabilité, qu'ils sachent que le métier qu'ils exercent est un métier noble et doivent se respecter, avoir des comportements respectés et respectables pour effectivement être valorisés sur les terrains de reportage ou dans leur profession. Et qu'on finisse de faire du racolage aussi avec nos micros sur les terrains de reportage. Oui, bien évidemment. Pour finir rapidement, je crois que vous avez tout dit. Il faut que le journaliste se fasse. Quand c'est comme ça, la personnalité ne vous respectera jamais. Le journaliste qui a un loyer à payer, qui a des charges à payer, cela dit, vous passez au presse, vous devez améliorer sa condition de travail. Merci Laurent Anthony Kess. Merci à vous pour le directeur de publication du quotidien Nouvelle Élite.